un des premiers défis, c'est que nos étudiants ont besoin que la partie bien-être, vous voyez, dans les enseignements soit beaucoup plus pris en compte. Oui, qu'il n'y ait plus ces questions-là sur leur bourse. Oui, c'est des choses qu'on doit dépasser à 2024. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des retards dans les bourses des étudiants, qu'ils fassent des grèves parce que la nourriture n'est pas bonne. Vous voyez, c'est des choses qui ne sont pas dignes d'une université qui se respecte vous voyez, dans le siècle que nous vivons. On doit définitivement dépasser ces questions-là. L'accueil des étudiants, voyez, le bien-être des étudiants, leur santé mentale va être un élément absolument important que le système doit adresser, intégrer, pour donner un message très fort à nos étudiants pour leur dire, vous êtes important pour l'État du Sénégal qui a investi sur vous. Parce que investir sur vous, c'est vous donner des enseignants de qualité. Investir sur vous, c'est de construire des universités pour que vous permettre d'assurer votre rôle en retour sur investissement. Vous voyez. Et ça, il faut que les étudiants entendent ce message-là, mais ce n'est pas un message que l'on dit oralement, c'est un message concret dans la façon d'accueillir les étudiants, dans la façon de faire les orientations, dans la façon de s'occuper des étudiants dans nos universités, là où ils logent, là où ils mangent, vous voyez, là où ils se rencontrent. On doit valoriser tout ça pour que nos étudiants se sentent respectés dans les mêmes standards internationaux que vous pouvez trouver dans les meilleures universités du monde. Donc, on peut être un pays sous-développé, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut sous-développer la façon de s'occuper de nos étudiants, parce que ça n'a rien à voir. C'est juste une question de vision et de volonté politique. Ça, c'est un défi très important, mais que nous avons les moyens de relever. Ce pas des défis qui coûtent des milliards. Vous voyez, c'est des défis que nous avons les moyens de relever en ayant une meilleure connexion entre, vous voyez, le lycée, même le collège et l'université. C'est-à-dire que dans les orientations, ouais, il faut que les étudiants sachent pourquoi ils viennent à l'université. C'est très important. Il y en a qui viennent sans savoir pourquoi. Mais il faut qu'on ose dire qu'il n'y a pas que l'université pour se développer. Il y a 15 000 façons de se développer en dehors de l'école. Et chacune de ces 15 000 façons peut être une très bonne façon. Vous voyez, on peut travailler après le baccalauréat, on peut même travailler après le brevet. L'école n'est pas la seule issue et ce message-là doit être dit et entendu et assumé très clairement. On peut gagner sa vie honnêtement, on peut vivre épanoui sans aller à l'école. L'école, c'est pas toute la vie. C'est une petite partie de la vie, elle est très importante, mais il n'y a pas qu'elle. Donc ça, il faut que ce message soit dit et entendu, de sorte que ceux qui vont à l'université, ce doit être des gens qui veulent y aller pour faire de la recherche, on s'occupe bien d'eux, parce qu'il n'y a pas moyen de s'occuper de la même façon de 10 élèves ou de 1000 élèves. Évidemment, c'est pas la même chose. On s'occuperait très bien de ceux qui sont là et qui savent pourquoi ils sont là. Il y a un problème structurel, un problème de vision que nous avons de manière générale dans l'éducation. Vous ne pouvez pas faire le lien entre le ventre de la maman et l'université, alors qu'en réalité, un bon programme éducatif doit faire le lien depuis le ventre de la maman jusqu'à l'université. La manière dont les enfants se développent à l'école dépend directement des premières années de leur vie. Donc ça se passe pendant la grossesse et ça se passe aussi pendant les premières années où l'enfant n'est pas allé à l'école. Donc ce n'est pas l'école qui crée la différence entre les enfants. L'école accentue ces différences. Ce sont les parents qui arment leurs enfants, ce sont les parents qui équipent leurs enfants, ce sont les parents qui outillent leurs enfants pour en faire des leaders, pour en faire des personnes créatives, pour en faire des personnes qui prennent des initiatives. Ce n'est pas l'école, ce n'est pas l'État. Vous voyez, c'est la maison. Donc, si nous n'arrivons pas à repenser notre programme éducatif de sorte que ce programme-là commence non pas par l'école, mais par la maison et qu'on se mette d'accord que le premier enseignant, c'est certainement la maman ou le parent. La première école, c'est la maison et non pas l'école publique avec ses quatre murs. Vous voyez.
Si nous faisons ce travail-là, on peut faire un programme très intelligent qui montre comment on développe cumulativement les capacités, depuis le ventre de la maman, vous voyez, jusqu'au supérieur. Et c'est des choses absolument concrètes. Et vous pouvez dire comme ça, pour chaque âge de l'enfant, quelles sont les compétences sur le plan technique, moral, psychologique, vous voyez, que vous voulez développer pour qu'on arrive à l'université avec des compétences qu'on peut lister pour chaque enfant sénégalais. C'est ça qui nous manque à l'heure actuelle. Nous n'arrivons pas à faire le lien entre les compétences développées à la maison et les compétences qu'on veut développer plus tard dans le supérieur. Et ça fait un pilotage à vue. Mais ça veut dire qu'en 2024, il faut rompre avec, vous voyez, cette façon de faire et travailler directement avec le parent sénégalais, qui est le meilleur investissement qu'un État peut faire. Ce n'est pas les écoles. Le meilleur investissement que l'État peut faire, c'est de renforcer les capacités des parents sénégalais. Vous voyez, il y a beaucoup plus de parents sénégalais que d'enseignants. Donc, si vous équipez les parents sénégalais pour qu'ils puissent s'occuper correctement de leurs enfants, c'est un effet direct que vous allez avoir sur le capital humain. Et ce qu'il faut voir, c'est que si vous regardez l'indice de capital humain au Sénégal, il est de 0,40. 0,40, ça signifie qu'un enfant sénégalais qui est né en 2020, 2021, 2022 n'a que 40% de chances de développer tout son potentiel, vous voyez, à l'âge adulte, vous voyez, quand il est né au Sénégal, à cause principalement des contre-performances du système éducatif. Si on a une ligne directrice, encore une fois, depuis la famille jusqu'à l'université. Donc, parce que c'est ça le postulat de départ. Sans cette ligne, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Si nous réussissons à établir très clairement cette ligne entre la maison et l'université, avec tout le cheminement et les compétences à développer par tranche d'âge de manière cumulative pour arriver à des étudiants bien formés, nous pouvons maintenant voir quelles sont les compétences à développer chez les enseignants. Et parmi les compétences, il s'agira très certainement de pouvoir introduire les langues locales. C'est très important comme premier élément de réforme. Vous voyez, nos enfants ne sont pas moins intelligents que les enfants que vous pouvez avoir en France ou ailleurs. Vous voyez, la réalité, c'est que on ne teste pas les enfants français en mathématiques en Wolof. Il n'y a aucune raison de tester les enfants Wolof en français. Vous voyez, si jamais on testait les enfants français en Wolof, on allait trouver qu'ils étaient moins intelligents que tous les enfants du monde. Parce qu'en réalité, on va leur poser des questions dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Donc, ce n'est pas leur intelligence qu'on aura testé, mais c'est simplement leur situation dans une langue donnée. Vous voyez, donc ce n'est pas de l'intelligence que nous sommes en train de tester. Donc, introduire les langues locales, introduire le développement socio-émotionnel. Il faut laisser beaucoup plus de place aux émotions, au bien-être des enfants. Le bien-être des enfants n'est pas moins important que le contenu académique, le contenu pédagogique. C'est-à-dire que pour moi, il faudrait mettre peut-être 20% du temps maximum dans le contenu pédagogique et laisser 80% du temps pour que les enfants aiment apprendre, qu'ils aiment découvrir l'école, qu'ils aiment apprendre le monde, prendre le monde, découvrir le monde par eux-mêmes. Il faut les impliquer depuis le début. Imaginez qu'on pense à, à réformer le curriculum et qu'on finance le dialogue là-dessus, le dialogue national, mais pas pour se retrouver dans un hôtel à Dakar, mais un véritable dialogue national où dans les coins et les recoins du Sénégal, l'État va financer des missions pour aller discuter avec les parents sénégalais. On veut reprendre notre système éducatif. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui est utile pour les enfants? Et que très sincèrement, au fond des agents de l'État, on se dise que ce que l'enseignant a à apprendre n'est pas plus à enseigner plutôt, n'est pas plus important que ce que le parent pense. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a un véritable départ, une sincérité, vous voyez, dans la relation entre le secteur et les familles, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle les inputs communautaires, les inputs familiaux dans le système. Et on va entendre ce que les parents sénégalais ont à dire
puisque c'est leur enfant qu'on veut éduquer. Et on ne peut pas aimer leur enfant plus que, n'est-ce pas? Donc, on les écouterait et on va noter ce qu'ils vont dire. Et ensuite, il y a des scientifiques comme nous qu'on peut réunir maintenant pour travailler sur la base de ce que les Sénégalais veulent. Mais la démarche qu'on a entreprise, c'est la démarche inverse. C'est une démarche top-down où on a imposé aux familles sénégalaises un programme comme si elles n'ont pas quelque chose à dire là-dessus et on quand même qu'elles viennent de facto, vous voyez, mises devant le fait accompli. On leur dit, dans tous les cas, tout ce qu'on attend de vous, c'est de venir suivre la scolarité de votre enfant, alors qu'elles ne sont pas partie prenante. Vous voyez, donc il faut faire des familles sénégalaises les véritables parties prenantes, mais surtout les parties prenantes centrales, c'est-à-dire c'est leur enfant et ce qu'elles ont à dire doit être important pour l'État du Sénégal. Et on construit le programme autour de ce que le parent sénégalais pense et non pas de ce que l'État pense ou de ce que nous autres, les spécialistes, pensent. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que le parent sénégalais pense. Ensuite, nous avons toujours la technicité qu'il faut pour articuler ça avec des aspects stratégiques. Mais il faut partir du parent sénégalais. En milieu rural, vous avez énormément de facteurs qui sont sous-exploités. Vous voyez, il n'y a aucun pays au monde où vous avez une école dans chaque village. N'est-ce pas? Donc, on aurait tort de faire un mauvais jugement à notre système éducatif là-dessus. L'idée de devoir avoir une école partout, c'est une idée un peu trop idéaliste. Elle n'est pas forcément pragmatique et elle n'est pas forcément utile. Vous voyez, ce qu'il faut, c'est plutôt de voir comment est-ce qu'on fait avec ce qui est là. Moi, je préfère 1000 fois réfléchir et je me dis, on a toujours beaucoup plus que ce dont on pense avoir besoin. Et imaginez, madame, que vous soyez dans un village où il y a 1000 parents et 10 enseignants. Pardon. Si vous avez 1000 parents et 10 enseignants et 100 élèves, vous voyez, disons que si chaque enseignant devait s'occuper de 10 élèves et que vous voyez, vous faites de la prospective, vous voyez que la population va augmenter rapidement, d'année en année, on va passer de 10 élèves par enseignant à 12, à 20, bientôt à 40 et vous voyez les effectifs qu'on a dans les classes parce que ça a commencé comme ça. Et on a poursuivi la même erreur en mettant tout sur l'école et sur l'enseignant. Alors qu'on ne peut pas augmenter indéfiniment le nombre d'écoles et d'enseignants, on le sait. Alors que le nombre de parents, lui, augmente de manière indéfinie. Et donc, ça veut dire que c'est là qu'on s'est toujours trompé. En réalité, si vous renforcez les capacités des communautés, à la place de, vous voyez, 10 enseignants que vous avez et 1000 parents, vous auriez 1010 éducateurs. 1010 éducateurs. Vous avez presque beaucoup plus d'éducateurs que d'élèves, vous voyez, à enseigner. Et c'est notre programme qu'il faut repenser en profondeur parce qu'au lieu de faire quelque chose qui ressemble beaucoup à un bourrage de crâne, et les enfants même le dénoncent, vous voyez, on leur apprend des choses qui ne sont pas toujours utiles et c'est une violation de leurs droits. Oui, c'est que l'État n'a pas le droit d'enseigner à nos enfants des choses qui ne sont pas utiles dans la vie de nos enfants. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas un droit qu'on a que de donner à nos enfants des contenus qui ne sont pas utiles dans leur vie. Ça, c'est des violences institutionnelles. Il faut repenser le programme éducatif pour donner à nos enfants des contenus qui sont utiles dans la vie. L'école doit être utile à la vie. Et si l'école est utile à la vie, il n'y a pas quelque chose que l'école peut apporter que les parents ne peuvent pas supporter. Donc, si on va dans une vision pragmatique, vous allez pouvoir faire le lien très rapidement entre les communautés et le système éducatif. Du coup, vous n'aurez pas des problèmes d'infrastructure en milieu rural. Vous voyez, donc ce qui va pallier ce problème que vous êtes en train de mentionner, c'est la connexion qu'il y a entre les valeurs traditionnelles
entre la vision traditionnelle, entre l'éducation rurale, vous voyez, et les aspects stratégiques que l'État veut atteindre sur le plan du système éducatif. Mais si vous allez vers une version, dans une approche infrastructure, vous allez voir, il y aura toujours de l'inéquité sur le plan territorial parce que vous ne pouvez pas mettre des écoles partout. Au Sénégal, tout le dispositif existe. L'architecture existe pour permettre de connecter, vous voyez, le monde de la recherche avec le monde des décisions politiques, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Oui, y compris au niveau même de la présidence de la République, puisque le président a des conseillers scientifiques, n'est-ce pas, dans l'ensemble des domaines clés pour notre vie. Donc, vous comprenez qu'à partir de là, toute l'architecture est déjà existante, ce qui me pousse, moi, à dire que nous vivons une période de stress. Il y a du stress politique qui est là par rapport aux enjeux de 2024. Les enjeux, pas seulement électoraux, mais surtout les enjeux financiers, les enjeux géostratégiques, les enjeux liés au pétrole, au gaz du Sénégal et aux ressources minières et naturelles du Sénégal, vous voyez, et à tout ce nouveau monde qui doit pouvoir se développer au Sénégal, vous voyez, à partir de l'exploitation de nos ressources. C'est quand même un changement majeur qui est attendu au Sénégal et au niveau mondial, tout le monde le sait. Donc, si nous parvenons à avoir un très bon dialogue entre Sénégalais, vous voyez, pour que ces biens-là appartiennent effectivement au peuple sénégalais et que du coup, celui qui est au pouvoir, c'est presque facultatif, puisque dans tous les cas, on aura vu sorte que ces biens reviennent au peuple sénégalais. Vous allez voir que ces ressources-là vont pouvoir être mises à la disposition de cette articulation-là entre et monde extraordinaire, vous voyez, et l'action publique pour servir nos populations. Donc, pour le moment, tant que nous n'avons pas dépassé cette période de stress, je sais que c'est très, très difficile, vous voyez, pour que nous, les recherches que nous faisons en laboratoire, les recherches que nous faisons à l'université, le travail important que les collègues font, vous voyez, c'est difficile que ce travail vienne toucher un peu la population parce que vous voyez, une chose est de faire de la recherche, une autre est de transformer la vie des populations. Les recherches, nous, on peut les faire en laboratoire, mais changer la vie des populations, ça ne peut pas se faire sans l'action publique, sans l'action politique. Donc, je ne peux qu'avoir un vœu pieux qu'en 2024, nous aurons peut-être un pays apaisé avec un gouvernement souverain et qui se sentira loyal vis-à-vis du peuple sénégalais. C'est plus une question de loyauté. Vous voyez, une équipe gouvernementale qui est loyale à tout point par rapport aux aspirations profondes, légitimes du peuple sénégalais à vivre heureux, à vivre bien, à jouir de ses ressources, à éduquer ses enfants tel que vous voyez ce peuple le veut. Donc, on ne réussira pas si nous n'avons pas une équipe qui est souveraine et qui est loyale par rapport au Sénégal. Si vous avez une équipe extravertie et qui se croit, vous voyez, qui continue l'héritage colonial, vous voyez, où on a quelqu'un qui se croit au-dessus du peuple, alors qu'il doit sentir que c'est le peuple qui est au-dessus de lui. La souveraineté appartient exclusivement, indivisiblement et inconditionnellement au peuple sénégalais. C'est le peuple qui est souverain, de manière inconditionnelle, de manière indivisible et de manière exclusive. Si nous avons une équipe qui ressent ça dans son cœur et dans ses tripes, vous allez voir que les recherches vont être de très haute qualité, mais surtout elles vont transformer le quotidien de nos populations.